Bonjour tout le monde, on attend que tout le monde se connecte tranquillement et on va pouvoir commencer. Aurore, est-ce que tu es là? Bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour, bonjour. Alors, écoute, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Vous êtes aujourd'hui une centaine de personnes qui sont inscrites. On a plus de 60 personnes qui sont connectées. Comme ça, on commence à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, Aurore? C'est parfait. On commence à l'heure. On peut commencer de suite. Je vais Allez, dire c'est le parti. petit introduction. Comme ça sera fait. Alors déjà, je tiens à dire bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue de la part de la Chambre de commerce du Gard, de l'Hérault ainsi que de la DRT, de l'Agence de développement et de réservation touristique. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier webinaire de l'année. En effet, il est très important pour nous de continuer à rester auprès de vous et de garder contact, même si c'est de manière dématérialisée. Nous aussi, on a dû nous adapter à repenser nos modes de fonctionnement, à tout revoir. Alors certes, c'est moins chaleureux et le contact nous manque, mais mon petit côté optimiste me fait espérer que cela n'est que pour un temps et qu'il faut en prendre que le côté positif. Tout le monde a dû s'adapter, autant dans nos habitudes personnelles que professionnelles, mais cela nous a permis peut-être de prendre conscience de certaines choses. Et la question, c'est pourquoi ne pas en tirer parti, de repenser ou d'améliorer ses stratégies. C'est l'une des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui avec Véronique, qui fait partie du groupe ID Réseau. Alors la thématique, vous la connaissez tous, c'est améliorer le parcours client pour une expérience optimisée et sécurisée. Donc, je laisserai Véronique en dire un peu plus. Mais avant de lui laisser la parole, j'aimerais bien que vous notiez dans votre agenda nos 2 prochains rendez-vous, qui est aussi le lundi 15 mars, sur tout ce qui est activités, loisirs et sites touristiques, et le lundi 10 mai sur tout ce qui est itinérance douce. Mais voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Véronique pour nous faire une belle présentation comme elle sait faire. Oh, c'est gentil, Aurore. Merci. Merci Aurore pour ce petit mot d'introduction. Donc juste quelques règles du jeu dans le cadre du webinaire. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas de son, vous ne pouvez pas communiquer avec nous oralement et vos caméras sont forcément fermées parce qu'en fait sinon ça prend trop de flux et ça fait un brouhaha. Mais vous commencez à avoir l'habitude. Vous avez dans votre module et votre interface un petit point d'interrogation. Ce petit point d'interrogation, il vous permet d'ouvrir le chat et Aurore va gérer le chat. Donc, elle va pouvoir vous répondre, etc. Et puis, surtout, elle pourra me faire passer vos questions, vos remarques, etc. si vous le souhaitez. Donc, voilà, pour rentrer en contact avec nous, c'est le petit point d'interrogation pour pouvoir échanger avec nous. Il y a une captation vidéo et donc, du coup, il y aura un replay c'est ça, Aurore, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez Tout à fait. accéder. Ok, nickel. Voilà, donc ça, c'était sur les éléments logistiques. Donc, on va attaquer. Je suis Véronique Vidal, je suis cofondatrice du cabinet 4V et membre de la marque effectivement ID Réseau. Voilà, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de me croiser ou de croiser mes camarades de jeu. Moi, je travaille spécifiquement pour le développement économique des entreprises touristiques. Ça fait de longues années maintenant que je le fais. Et puis, depuis quelques années, j'ai rajouté une corde à mon arc puisque accompagner les entreprises ou les structures, c'est aussi accompagner les hommes et les femmes qui la composent, cette structure. Et donc, je suis repartie sur les bancs de l'école pour aller travailler les sciences humaines et je suis désormais coach certifiée en plus de mon travail de consultante plus classique, si j'ose dire. Donc voilà, quand on rentre dans le monde des sciences humaines, il y a plein de trucs hyper intéressants. Donc j'ai plein de certifications de trucs, mais c'est parce que je deviens boulimique d'apprendre des choses. Mais l'être humain est plein de complexité et c'est passionnant. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais du coup, il y a des choses, donc forcément, je me nourris pour aller raconter un petit peu des choses pour vous faire passer des messages.
Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'amélioration du parcours client. Je me suis dit, en fait, je vais juste me concentrer sur ce qu'on vous a donné comme titre parce qu'il y a plein de mots hyper importants dans le titre. Améliorer le parcours client. Déjà, le mot parcours client, c'est un mot extrêmement important. On va prendre un petit moment pour regarder comment vous pouvez, en interne, dans vos structures, travailler simplement, efficacement cette notion-là parce qu'elle est, voilà, elle est riche de plein de choses pour pouvoir vous améliorer. Une expérience, déjà le mot expérience aussi, c'est un mot important. Qu'est-ce qu'on entend par expérience? Alors, on commence à, voilà, vous avez déjà pas mal avancé là-dessus, mais on va prendre deux petites minutes pour en reparler. Et puis surtout, cette notion d'optimiser et de sécuriser qu'on va essayer voilà, de travailler ensemble. L'idée, c'est de vous proposer quelques astuces méthodologiques et puis quelques pistes, quelques champs des possibles. J'ai absolument pas la prétention de vous donner toutes les solutions qui existent parce que c'est pas possible. Et puis j'en suis, voilà, ça serait énorme comme benchmark à faire. Mais l'idée, c'est plutôt de vous proposer, voilà, des astuces, des pistes, des choses qui existent. Alors on va commencer par la notion de parcours client. Le parcours client, c'est un outil extrêmement intéressant à travailler dans votre structure. Alors moi, je vous en propose un. Il est hyper simple, d'accord? Si vous tapez parcours client sur Internet, vous allez avoir des infographies qui sont souvent très complexes. Voilà, moi, je me suis dit, je vais vous en proposer un tout simple que vous pouvez vous approprier évidemment complètement dans vos structures. Donc, l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, on prend une échelle de temps, d'accord? Et sur cette échelle de temps, on a avant l'achat, quelqu'un qui va devenir votre client, son processus va commencer juste avant qu'il n'achète, puisqu'il faut qu'il soit convaincu et qu'il puisse passer à l'acte d'achat. Donc, on a toute cette phase d'inspiration, d'aspiration, et puis cette phase de prise de décision, on reviendra dessus, parce qu'elle est très importante. Et puis, ça y est, notre client, il a acheté. Et on est dans une zone temporelle qui est après l'achat. Donc, après l'achat et avant l'arrivée, potentiellement, il se passe quelques jours. Des fois, il se passe des semaines. Des fois, il se passe des mois. Donc, c'est un temps qui est important et qui peut être pour nous, structure, être travaillé pour nourrir justement l'expérience. Donc, on va avoir une zone de préparation de la visite, du séjour, etc. On a le séjour qui est là, la visite qui est là, on est pendant le séjour et on est sur la période de consommation stricto sensus. On va être juste avant le départ, on est encore là, mais on est juste avant le départ. Et puis, on va pouvoir aller travailler le post-départ et puis l'après. Donc, c'est un parcours client qui est très simplifié et vous pouvez vraiment complètement vous en servir dans vos structures. Je vous montre comment on peut s'amuser, si j'ose dire, à aller le travailler. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est de prendre à chaque étape que je vous ai proposée et de dire, bah, voilà, finalement, à quoi est-ce que mon client est soumis, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Donc là, je vous ai rajouté des petits items. Ils n'ont absolument pas vocation à être complètement exhaustifs, bien entendu. Hein. C'est un parcours client que j'ai inventé. Donc, par exemple, avant l'achat, j'ai visité votre site web et puis j'ai pris le temps de vous faire une demande via le formulaire. Ça y est, j'ai acheté. Normalement, vous m'avez confirmé mon acte d'achat. Et puis, je vais me mettre à préparer mon séjour. Et puis, je vais me déplacer. Et puis, quand je vais juste arriver, je vais me garer. Je vais être sur mon arrivée. Et puis, vous allez m'accueillir. Et puis, je vais prendre connaissance des lieux. Bon, voilà, vous comprenez, l'idée, c'est d'aller découper petit morceau par petit morceau tout ce qui se passe dans ce que votre client va vivre et la façon dont il va interagir avec vous. Pourquoi on va s'amuser à faire ce travail-là? Eh bien, parce qu'en fait, à chaque étape, on a moyen d'aller venir progresser, d'aller améliorer son parcours client. Et on va justement essayer de travailler là-dessus. Moi, ce que je vous propose, et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est méthodologiquement hyper important. Je pense que c'est un travail qui est idéal à faire en collectif dans vos structures. Même si vous êtes une petite structure, vous êtes en couple, bah, ça vaut le coup de dire, allez, on prend un paperboard et on va aller découper notre parcours client. Simplement, intuitivement, d'accord? Allez pas chercher des usines à gaz, c'est pas nécessaire. Par contre, il faut écrire. Le parcours client, il n'existera et il ne pourra être un outil méthodologique que s'il est écrit. S'il est juste dans votre esprit, il n'existe pas vraiment, d'accord? Les choses, elles existent quand on les écrit. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à prendre ce temps de travail. C'est une période, certes, extrêmement particulière.
mais où justement l'idée, c'est peut-être, et je rejoins Aurore là-dessus, de se concentrer sur des choses positives et optimistes et constructives, eh bien, de découper, de séquencer toutes les étapes pour mettre le doigt sur justement où est-ce que je peux sécuriser, où est-ce que je peux améliorer l'expérience client. Ça marche hyper bien. Moi, je le fais vraiment souvent dans les entreprises. Hein. On prend le parcours client, on le découpe, etc. Et on va aller travailler sur cette base de travail-là. Ça marche très, très bien. Donc, hop, comment est-ce qu'on peut être amené à travailler ça? Première étape, et là, c'est vraiment pour bien comprendre les leviers et les niveaux d'étapes sur lesquels on peut travailler. Le parcours client, première étape, il va pouvoir m'aider à travailler ce que moi j'appelle le minimum syndical, c'est-à-dire est-ce que votre offre, elle est nickel. Aujourd'hui, vous savez que la demande s'attend à ce que vous soyez irréprochable. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de maturité de l'offre qui est énorme. Vous avez énormément de concurrents. Je ne suis donc pas prête à accepter que ce ne soit pas nickel. Donc, vous avez un enjeu qui est de dire, bah, il faut que mon offre, elle soit top, mais mon offre aujourd'hui, c'est pas juste votre offre pendant que je la consomme, c'est aussi intégrer ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Donc, l'idée de cette première étape de travail, c'est que les gens à la sortie, ils disent, bah, c'est bien, hein, c'est propre, c'est confortable, et voilà, c'était sécurisé, donc voilà, c'était bien, c'était bien. Alors, ils se roulent pas par terre d'enthousiasme de ce qu'ils ont vécu, mais en gros, vous avez fait le job minimum syndical. C'est bien, c'est propre, c'est confortable et j'ai vécu une expérience en toute sécurité. Le parcours client, il peut déjà commencer, ce qu'on a fait juste avant, à pouvoir travailler cette logique-là. Parce qu'à chaque petite étape, je vais pouvoir vérifier est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nickel, est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est en toute sécurité et au-delà de la consommation, mais vraiment même en amont de ce que je peux proposer avant que les gens arrivent chez moi. Et puis, il y a une deuxième étape, et on va essayer de les travailler en même temps parce qu'elles marchent très bien ensemble. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est l'idée de non seulement je dois faire en sorte que mon offre, elle est au top, elle soit au top, mais en plus, je peux travailler, et je vous invite vraiment à réfléchir dans cette idée-là, d'être facilitateur de la vie des gens. Facilitateur de la vie des gens, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, ça veut dire que, alors, hop, pourquoi ça s'affiche pas? Ça va arriver. Ça veut dire que vous avez les… juste, j'ai un bug d'affichage. Hop, je suis à vous. Donc, l'idée, c'est de dire que finalement, les gens, quand ils vous consomment, eh bien, ils vont avoir une logique de dire, bah, finalement, si je te consomme toi, je veux que ce soit facile. J'ai envie que ce soit facile, que ce soit pas prise de tête, que ça roule, que je sois sur quelque chose qui soit… voilà, pas prise de tête, facile, parce que finalement, j'ai déjà une charge mentale qui est importante. Ça m'intéresse que quand je te consomme, ce soit pas un caillou dans la chaussure, mais que ce soit quelque chose de plutôt facile. Aurore, est-ce que tu peux juste revenir parce que j'ai l'impression que j'ai un souci d'affichage. Est-ce que vous voyez mes slides? Ah, voilà, ça y est, ça vient. Voilà. Pardon, j'avais un souci d'affichage, ça ne s'affichait pas, je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Il y a Nicolas qui me fait un petit message, il me dit c'est bon, ça se voit. Donc l'idée c'est, votre offre elle est au top et je peux me servir du parcours client pour faire ça. 2, je vais essayer d'alléger au maximum les éléments polluants qui sont le long du parcours client pour que les gens non seulement ils disent c'est bien, c'est propre, c'est confortable, etc., mais qu'ils puissent dire aussi oh là là, c'était facile, ça roule, c'était pas prise de tête. Si vous consommez augmente ma charge mentale, eh ben, je ne vais pas aimer vous consommer. Ça va être compliqué pour moi et j'ai assez de choses à gérer dans ma vie. J'ai très envie que ce soit beaucoup plus simple. Donc ça, c'est déjà vraiment un truc qu'on va pouvoir travailler. Donc l'idée est la suivante. C'est qu'on va reprendre notre parcours client et on va se dire, OK, comment est-ce que je peux enlever tous les éléments polluants? Quand je fais ça, en fait, ce que je génère, c'est que je me pose en même temps la question de comment je peux faciliter la vie des gens. Et au passage, je peux travailler la logique de sécurisation. Donc, je vous montre un exemple très concret de cette idée-là. Moi, j'ai fait ce travail-là avec des prestataires et on a vraiment fait cette logique-là de dire, bah, tiens, on va vérifier que tout le parcours client, il soit simple,
il soit sécurisé, il soit pas prise de tête, il soit efficace, etc. Déjà, pourquoi? Parce qu'en fait, si je rajoute des éléments polluants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'augmente la probabilité que les gens sortent du parcours client, arrêtent le process. Donc, évidemment, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens ils restent dans le process le plus longtemps possible. Donc là, je vous ai mis un exemple ici. C'est un site de visite où j'ai de la réservation en ligne. Donc ça, c'est vachement bien. La réservation en ligne, évidemment, c'est un élément de facilitation pour vos clients puisqu'ils sont en train de chercher des infos et puis pof, ils peuvent basculer à la réserve en ligne. Eh bien, vous avez ici un exemple. Donc, c'est un site de visite. Donc, je suis déjà en vacances la plupart du temps quand je vais réserver. La probabilité que la seule chose que j'ai avec moi, ce soit mon smartphone, elle est hyper importante. Je suis dans un mobil-home, je suis dans une tente, je suis dans une loc, je suis dans un hôtel, je suis dans un camping, que sais-je. Eh bien, regardez dans le parcours client, d'un seul coup, on vous dit, bah voilà, pas de souci, réservez, on est super content que vous veniez chez nous. Surtout, n'oubliez pas d'imprimer votre billet, il vous sera impérativement demandé à l'entrée du site. Ben ça, c'est un élément qui est tout le contraire de facilitateur de la vie des gens. Je suis dans une tente, j'ai pas d'imprimante. Je suis pas chez moi, j'ai pas d'imprimante. C'est hyper compliqué pour moi. Donc en fait, vous avez deux options là-dessus. Soit vous avez des gens qui disent je m'en fous, c'est pas grave, ils se contenteront de ça. Mais voilà, mais vous avez tous les autres qui vont dire bah en fait je peux pas, donc je vais pas y aller. Et même si jamais je décide de venir, bah, c'est anxiogène en fait pour moi. Je me dis mince, j'espère que ça va pas poser un problème, etc., etc. Donc vous vous rendez compte, on vient d'instiller, alors que les gens ils n'ont pas encore passé la porte, on vient d'instiller quelque chose qui soit est rebutant, soit est quelque chose qui va mettre les gens dans une posture finalement d'anxiété, d'inquiétude, etc. L'idée évidemment, alors c'était pour la petite histoire. Le site de visite en question s'en fichait complètement que les gens aient imprimé leur billet. Donc, on a évidemment tout de suite enlevé cette phrase-là parce qu'en vrai, ça n'a aucune incidence, mais ça a une incidence dans ce que ça génère chez vos clients. Donc, c'est dommage. C'est un élément polluant dans le parcours client qu'on peut sortir pour rendre les choses plus faciles. Donc, aujourd'hui, évidemment, la bascule, c'est de dire réservez, venez avec votre smartphone et tout va bien, quoi. Et tout va bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'enlever des éléments polluants pour rendre les choses plus simples, plus faciles. Ça a l'air de toutes petites choses. Je vous assure que ce sont des choses qui sont très importantes. Vous avez un mal fou à aller conquérir les gens de toute la France pour venir chez vous. Ils ont dit OK, ils sont sur votre site web ou ils sont en train de vous appeler et d'un seul coup, il y a des parasites. Ces parasites, quel dommage, ils viennent polluer un travail et une énergie énorme que vous avez mis en place, alors que si vous les enlevez, eh ben, vous optimisez l'expérience client, le parcours client et vous optimisez un truc très important, c'est le nombre de gens qui vont aller au bout du process. Donc ça, c'est quand même très important pour vous. Donc ça, c'est cette idée de faire. Alors, j'irai vous montrer des exemples. J'ai plein d'exemples pour illustrer tout ça. C'est juste les aspects méthodologiques dans un premier temps que je vous montre. Et puis, l'étape d'après, c'est de se dire comment est-ce que je peux pimenter l'expérience client? Comment est-ce que non seulement je peux la rendre plus cool, plus souple, plus soft, plus efficace, optimisée, et comment est-ce que je peux en plus la rendre vraiment chouette, quoi. Donc, c'est ce que je vous ai appelé comment je peux optimiser comment je peux, pimenter l'expérience client. Donc, je vous ai mis ici le parcours client qu'on s'est raconté tout à l'heure, que vous pouvez tout à fait faire, comme je vous le disais, en collectif. Et je suis allée poser des piments à certains endroits. Ben, c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille dans les entreprises. C'est qu'on va dire, OK, déjà, on va enlever tous les éléments polluants. Et puis, il y a des endroits, on sait que c'est important et on va aller rajouter des trucs sympas, qui vont être sympas, qui vont nourrir l'expérience client en positif. Donc, par exemple, la confirmation d'achat, plutôt que de faire la confirmation qui est standard dans votre outil de PMS, qui envoie un mail automatique, bah, vraiment, faites gaffe. Personnalisez ce mail, mettez le prénom des gens, mettez une signature sympa avec votre bobine, mettez des petits mots sympas. Voilà, ça fait partie des choses qui vont améliorer l'expérience client et on peut même aller sur des choses beaucoup plus importantes. Je vous montrerai des pistes tout à l'heure. Prendre connaissance des lieux. Pourquoi pas travailler là-dessus? Je pense typiquement à l'établissement qui s'est rendu compte, c'est un camping, qui s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup moins de problèmes s'ils faisaient vraiment attention à être meilleurs sur ce moment-là de consommation. Donc, par exemple, après le check-in, plutôt que de laisser les gens partir sur leurs emplacements en autonomie, ils ont pris des voiturettes, ils ont mis les saisonniers dans les voiturettes et ils ont dit aux saisonniers, vous m'embarquez la partie de la cellule familiale qui n'est pas dans la voiture, donc souvent les enfants évidemment sont dans la voiturette de golf,
Et il y a où enfin, voilà, un des parents, un des adultes qui est avec eux, l'autre adulte conduisant la voiture. Et en fait, c'est un moment où du coup, on va dire, ben là, vous avez accès à la piscine, c'est là, vous avez accès au sanitaire, là, vous avez ceci, là, vous avez cela, etc. Et c'est aussi un moment où il y a plein de questions qui ressortent et qui sont du coup des questions qui ne vont pas rester des non-dits ou des questions non répondues pendant le séjour. Depuis qu'ils ont fait ça, ils ont un taux de satisfaction qui a beaucoup augmenté et ils ont beaucoup, beaucoup moins de problèmes en fait en fin de séjour où les clients arrivent en disant oui mais ça c'était pas clair, on n'a pas compris, du coup on l'a pas fait ou on n'a pas, etc. Bref, des trucs qui sont restés un peu latents. Donc là, je peux faire quelque chose non seulement pour baisser les éléments polluants, mais en plus, je peux rendre ça hyper fun, parce que la voiturette, je vous assure, tout le monde est hyper excité de monter dans la voiturette pour aller jusqu'à son emplacement. Donc voilà des exemples de se dire, eh bien, je vais prendre quelques instants dans mon parcours client et je vais aller les optimiser et je vais aller essayer de pimenter l'expérience. Comment est-ce que je peux apporter quelque chose d'un peu pimenté? Donc l'idée, c'est et la suivante, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est que ce qu'on veut, c'est non seulement avoir une offre nickel, non seulement faciliter la vie des gens, mais en plus, si je pouvais aller au bout du process en nourrissant mais c'était trop, trop bien, c'était énorme, on a été surpris, on a été brassé, ça a été vachement sympa, on s'est régalé, etc. Bref, tout ce qu'on appelle l'expérience client, qui du coup génère ce qu'on appelle la rémanence, c'est-à-dire le souvenir, le fait qu'à posteriori de la consommation, eh bien, les gens continuent à ressentir les émotions qu'ils ont ressenties pendant leur séjour, la fameuse Madeleine de Proust. Donc ça, c'est le niveau master dans l'expérience. Mais c'est vraiment important de comprendre que l'expérience, elle se déroule autour de ces trois niveaux-là. Aller faire que du positif, que de l'excitant, etc., ne sert à rien si j'ai pas d'abord travaillé pour enlever les éléments polluants. Ça, c'est vraiment important. Alors du coup, on continue. Je voulais juste vous montrer deux exemples pour basculer de quelque chose qui est de l'offre dite standard, voilà, une logique centrée sur l'offre que j'ai appelée technique, vers une logique centrée sur l'expérience. Vous avez à gauche une chambre. Ben voilà, je suis une chambre, je suis un hébergement, j'ai des lits, j'ai des oreillers, etc. Et puis vous avez à droite une logique centrée client, centrée expérience. Si tu viens chez moi, voilà ce que tu vas vivre, d'accord? Donc, c'est pas quand tu viens chez moi, voilà ce que tu auras, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai. C'est quand tu viens chez moi, voilà ce que tu vas vivre. Ça a l'air de rien, c'est des petits mots. Pourtant, la sémantique, elle change beaucoup de choses puisque ça nous fait passer d'une logique centrée sur l'offre à une logique centrée expérience client. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez ici l'exemple avec l'émeraude des Alpes. Profitez en couple, profitez de votre couple, et toute une déclinaison autour de la vie en couple, donc c'est un hébergeur, eh bien, c'est que d'un seul coup, je travaille aussi le ciblage, et en fait, le ciblage, c'est plutôt une bonne nouvelle en marketing, puisque ça veut dire qu'on est capable d'aller particulièrement chercher des gens qui vont être plus captifs. Donc, je vous montre un autre exemple de ça avec la prestation qui est de l'activité de pleine nature, d'un temps de canoë à une expérience. Donc, un temps de canoë, le site web, il vous dit, ben voilà, vous avez une balade de canoë d'1h45, une balade de canoë de 2 heures, une balade de canoë de 6 heures. Bon, bah ok, on est typiquement sur un discours qui est centré sur l'offre. Et vous avez à droite, bah, venez chez nous, émotions et sensations à l'eau douce. Vous allez vivre des sensations extrêmes avec du développement produit qui est en l'occurrence du paddle la nuit sur les gorges du Tarn avec un guide, etc. Donc, c'est vraiment cette logique de dire je sors de ma logique centrée sur l'offre et je bascule sur une logique centrée client. C'est ça, hein, l'expérience. Quand on parle d'expérience, c'est cette logique-là. Ça, c'est la fin du process, le haut de la pyramide que je vous ai montré. Alors, il y a quand même des mécanismes qui sont importants à comprendre et j'ai commencé à vous les distiller. Je vous ai juste mis de la concrétisation pour exprimer ça. En fait, l'idée, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est dans une logique de processus d'achat avec vous, il se dit, bah tiens, voilà, j'ai envie, voilà, ça me plaît, pourquoi pas, etc. Vous savez, toute cette phase-là où il est en auto-négociation, vous dites, est-ce que j'y vais pas? Eh bien, en fait, nous sommes tous soumis à deux forces. Nous sommes soumis à ce que l'on appelle les freins à l'achat et nous sommes soumis aux motivations à l'achat.
Les freins à l'achat, c'est toutes les choses qui vont me poser un problème et qui vont m'empêcher d'aller plus loin. Donc, par exemple, l'argent est un frein à l'achat. Oui, mais j'ai pas trop de sous, ça va vraiment dégréver outrageusement notre budget vacances, par exemple. Ou, oh là là, ça a l'air compliqué. Ou, je comprends pas comment je dois faire, en fait. Je comprends pas si je peux réserver. Puis j'ai une question qui reste en suspens. Voilà, ça, c'est des freins à l'achat. Et puis, vous avez en face les motivations à l'achat. Tout ce qui nous donne envie de dire, oh, si, on va le faire, on va le faire. En fait, quand nous achetons quelque chose, eh bien, il y a cette lutte qui se met en place entre nos freins et nos motivations à l'achat. L'enjeu, c'est de faire baisser les freins à l'achat et de faire augmenter les motivations à l'achat. Quand je vous dis tout à l'heure, il faut faire baisser les éléments polluants, il faut enlever les éléments polluants, eh bien, c'est pour faire en sorte que je vais avoir une bataille qui va faire gagner les motivations à l'achat. Puisque qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, quand quelqu'un a des freins supérieurs aux motivations à l'achat, il n'achète pas. Quand quelqu'un a des freins qui sont équivalents aux motivations à l'achat, eh bien, il reporte son achat. Par contre, quand j'ai des freins qui sont inférieurs aux motivations à l'achat, alors les gens achètent. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est faire en sorte que les motivations à l'achat, elles soient les plus importantes, bien plus importantes que les freins. Et pour ça, j'ai deux moyens d'action. Faire baisser les freins, augmenter les motivations. Donc, l'expérience, c'est augmenter les motivations principalement sur le fun, etc. Mais c'est aussi travailler le parcours client pour faire en sorte que les freins à l'achat, eh bien, ils disparaissent. Ce sont tous ces éléments polluants dont je vous ai parlé. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur le site de visite, vous devez imprimer vos billets avant de venir, c'est un frein à l'achat. C'est pas très grave, mais c'est un frein à l'achat. Et comme on a cette négociation de nous à nous, bah, il faut absolument que nous, on fasse tout pour faire baisser les freins et monter les motivations. En fait, il y a un truc qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vos enfants vous ont amené à connaître cet outil-là. Parfois, les instituts s'en occupent. Ça, je vous ai fait la version enfantine. C'est ce qu'on appelle l'échelle des émotions. Je ne sais pas si vous connaissez ce machin-là. L'échelle des émotions, c'est très important pour comprendre comment les gens fonctionnent avec vous dans l'acte d'achat. L'échelle des émotions, en fait, c'est de se dire, bah voilà, je peux passer par toutes ces émotions-là. Et en fait, quand quelqu'un est dans le rouge, là, voilà, par exemple, il est en colère, pour une raison X ou Y, on va prendre un exemple, je suis sur la route pour venir jusque chez vous, et en fait, vous m'avez pas expliqué comment venir, j'ai mis mon GPS, et en fait, pour une raison X ou Y, mon GPS me fait passer par des routes absolument improbables, vous connaissez probablement ça, et du coup, je me paume, je me retrouve dans un champ, je comprends pas, il n'y a plus de réseau, je peux plus vous appeler, enfin bref, je suis en colère, je suis très en colère. J'arrive enfin chez vous, j'arrive enfin chez vous. Eh bien, en fait, bien que, même si vous allez me mettre en place un apéro sympa, un accueil hyper sympa, etc., je ne pourrais pas, c'est comme ça, c'est psychologiquement, je ne pourrais pas passer de en colère à heureuse. C'est pas possible. Je ne peux passer que d'une étape à une autre. Donc, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est non seulement que les gens ils montent dans l'échelle des émotions, mais surtout, ce que je veux pas, c'est qu'ils descendent dans l'échelle des émotions. Parce que si jamais il se passe des trucs qui les font descendre dans l'échelle des émotions, eh bien, je sais que ça va être compliqué pour moi de les faire remonter. Je vous donne un exemple hyper pragmatique qui est une expérience vécue. Vous connaissez certainement la clinique du Parc à Montpellier, enfin à Castelnau en l'occurrence. Donc très bien, c'est un super. Voilà, j'ai pas d'opinion sur la clinique en elle-même, ils font très bien leur travail, etc. Un jour, j'ai eu des examens à aller faire là-bas, et en fait, vous avez un parking qui est absolument inaccessible. On ne peut pas se garer. C'est impossible de se garer. Donc déjà, quand on passe la porte d'une clinique, on n'est quand même pas super fun. Le fait que vous ayez un stress énorme qui se crée pour pouvoir vous garer fait que quand vous passez la porte, même si vous êtes face à des gens qui sont hyper gentils, hyper sympas, etc., et ben vous êtes dans le rouge en bas là. Et donc cet examen, vous allez l'aborder avec beaucoup de rouge en vous parce que vous venez de passer 20 minutes à vous dire que vous allez être en retard, etc., etc. Donc, c'est cette idée-là. Et c'est pour ça que le parcours client, il est important, parce que très souvent en entreprise, vous considérez que l'expérience, elle commence quand les gens, ils passent la porte de chez vous. Mais c'est faux. L'expérience, elle commence dès le processus d'achat. Et ça, c'est hyper intéressant à travailler parce que vous pouvez vraiment enlever toutes ces choses qui vont faire descendre les gens dans le rouge, les enlever. Du coup, quand vous allez mettre des choses qui font monter les gens vers le jaune là-haut, bah, ça va marcher tout de suite. Ça va marcher tout de suite parce que vous ne les avez pas fait descendre.
Donc ça, c'est le truc de l'échelle des émotions et c'est un truc piqué au développement personnel, mais je trouve que ça marche vachement bien puisque l'idée, c'est bien sûr de générer des émotions positives, mais c'est d'abord ne pas générer d'émotions négatives pour construire l'échelle des émotions et donc notre expérience client. Aurore, est-ce que tu as des gens qui posent des questions, qui ont des commentaires ou quelque chose pour que je réponde à quelque chose? Dis-moi. Non, pour l'instant, ils sont très à l'écoute. Ils n'ont pas Oh, ils posé sont de sages et questions. attentifs. Ils sont très sages. Mais moi, j'ai adoré l'échelle des émotions. J'ai adoré. Même pour mes enfants, ça serait très, très bien. Eh ouais, ça marche bien. En fait, ça permet de bien comprendre la mécanique psychologique. Et donc, on peut avoir cette idée de, mais je fais des trucs vraiment super. Oui, mais si les gens, ils commencent avec quelque chose qui est négatif, donc typiquement, hein, dans les hébergements, c'est le coup de je me suis paumée. Voilà, je me suis perdue pour venir chez vous. Ça a l'air de rien, mais les gens, ils arrivent, ils sont déjà bas. Donc, pour les faire remonter, on va ramer outrageusement. Alors, quand les gens restent une semaine, au bout de 2 jours, ils seront remontés dans l'échelle des émotions. Mais quand les gens ils vont rester 2 heures parce que c'est une expérience, c'est de la, voilà, une descente en canoë ou que sais-je, et ben du coup, on va pas arriver à les faire monter dans le jaune. Donc ça marche bien, ça marche vraiment bien pour comprendre le principe. Ok, ça marche. Alors du coup, je vais continuer avec des petits exemples et des pistes d'exemples. Merci Laurent. Alors, je continue. Je vous montre ici un exemple qui est vraiment là pour illustrer cette idée de l'ensemble des actions qu'on peut et des choses qu'on peut travailler. Donc, vous avez ici un screenshot d'un site web et vous avez plusieurs choses que je voulais vous montrer. Tout d'abord, la notion de sécurisation. Dès votre arrivée, nous vous souhaiterons la bienvenue en plein air. En fait, cet établissement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti l'accueil et ils l'ont mis hors les murs pour faire baisser le niveau de dangerosité des problématiques Covid, etc. Ça n'empêche absolument pas les gestes barrières, évidemment, etc. Mais du coup, on est dans quelque chose qui est plus sécurisé parce que plus facile d'avoir ces distances, etc., etc. Ils ont enlevé les éléments polluants. Je vous montre. Nous faisons pleinement confiance. Nous avons décidé de supprimer le paiement de la caution afin d'alléger l'administratif. Donc, on est vraiment dans cette idée où le parcours client, je le rends plus simple parce que j'enlève un élément polluant et un élément polluant fort. C'est ce moment où il faut faire la caution, le chèque de caution, nanani, nanana. Donc, ils l'ont enlevé. Ils ont une logique de facilitateur de la vie des gens puisque ils ont décidé de travailler avec une appli. Alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure, pour faciliter notamment tout ce qui est information, planning et activités, inscription aux activités, etc., etc. Donc, via l'appli, via une logique digitale, eh bien, je fais baisser les interactions physiques, mais pour autant, je trouve un canal pour pouvoir continuer à être dans les inscriptions, les échanges, l'info, etc., etc. Donc, on est vraiment ici sur ce que je vous racontais tout à l'heure de sécuriser, faciliter, enlever les éléments polluants. Et puis, on a la dimension d'expérience, l'expérience au sens marketing du terme. Et ici, vous avez plein de choses qui sont là pour nourrir l'expérience. Des choses qui sont très liées à la relation humaine. C'est une posture très forte de cet établissement que d'être dans la relation. Donc, une chose toute simple, vous avez la photo de la responsable d'accueil. C'est-à-dire que la personne qui vous accueillera hors les murs, voilà, c'est elle, c'est Sarah, c'est la responsable réception, responsable accueil. Donc, c'est elle qu'on va rencontrer. Quand je veux nourrir la relation humaine, je mets des visages sur les gens, je mets des prénoms sur les gens, etc. Eh bien, ça cultive l'expérience. Je suis dans la rassurance, je suis dans le lien, etc. Un autre exemple dans ce screenshot de comment nourrir la relation humaine, eh bien, c'est le chers amis, IES. C'est-à-dire que j'ai une logique qui est une logique de ne pas s'adresser à ses clients. Je considère mes clients pour autre chose que des clients stricto sensu. Je les considère aussi en tant que amis et amis féminines et amis masculins. Ça, c'est mon petit féminisme qui aime bien ça, écriture inclusive. Autre chose, nous vous faisons pleinement confiance. La confiance, c'est quelque chose qui nourrit la relation humaine. Et puis, vous avez des arguments qui sont des arguments complètement liés au positionnement expérientiel de cet établissement. Leur promesse à cet établissement, c'est de vous faire vivre une nature immergée. D'accord? C'est vraiment ça leur promesse. Et bien, du coup, quand vous avez dans ce screenshot, pour vous immerger directement dans la nature, et tout en bas, dans cette nature unique et de vous choyer,
on est bien sur des arguments clients expérientiels portés par la structure. Donc, on a vraiment ici une expression des éléments dont je vous parlais il y a quelques minutes en préambule. Alors, des pistes, des exemples. Alors, c'est plutôt une liste à l'après-vert, d'accord? J'ai fait mon marché, j'essaie de vous trouver des choses pour vous inspirer, pour vous suggérer des choses. Et voilà, il y a des choses que j'ai inventées des fois, donc soyez indulgents avec moi si j'ai inventé des trucs un peu bizarres. Mais voilà, je me suis prêtée à cet exercice-là. Donc, premier point, c'est tout ce qui va être la digitalisation, notamment du check-in. Donc, on prend pour des gens qui sont hébergeurs. La digitalisation du check-in, ça existe depuis quelques années maintenant. Vous avez des grosses chaînes d'hôtels qui se sont positionnées là-dessus, avec du coup une logique où il n'y a pas de clé. On peut faire son check-in en amont et finalement, grâce à notre smartphone, on a une clé digitale, etc. etc. Donc, évidemment, hein, ça a un intérêt fort en situation de crise sanitaire, c'est que du coup, on fait baisser outrageusement les interactions physiques grâce à ce système-là. Vous avez pas mal de gens qui se positionnent sur ce marché-là. Je suis absolument pas une experte des techniciens là-dessus, donc ne me posez pas des questions techniques dessus, je ne serai pas capable de vous répondre. Mais vous avez plein de gens qui se sont positionnés là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, alors ici, eux, ils sont pas spécialistes du tourisme, hein, alors que celui d'avant, c'était vraiment pour du check-in en hôtellerie principalement. Mais vous avez voilà, des gens qui aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on va dire que je rejoins le côté optimiste d'Aurore tout à l'heure, hein, quand il se passe des choses difficiles, il y a aussi plein de nouvelles idées qui émergent. Ici, dans les nouvelles idées qui ont émergé, c'est clairement de l'accueil digital, avec même des outils qui permettent que tous les gens qui rentrent, leur température elle est prise, on est sûr qu'ils se sont lavé les mains. Enfin voilà, on a vraiment des outils aujourd'hui, des accueils dématérialisés qui existent. Le digital, évidemment, est une solution qu'on peut aller solliciter pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là. Alors, c'est quand même des grosses machines, tout ça, et que potentiellement, vous êtes un petit prestataire. Et vous allez me dire, mais Véronique, c'est bien gentil, mais c'est des trucs, ça, pour Accor, quoi. Pour Hilton, moi, je suis tout petit, je ne peux pas faire des choses comme ça. J'entends bien, c'est pour ça que je vous ai, quelque part, inventé un petit bout de parcours client check-in, qui est un check-in beaucoup plus humble, si j'ose dire, et qui est un peu, je l'ai appelé homemade. C'est un check-in sans contact, fait maison. On est très dans le fait maison depuis quelques temps. Je vous en ai préparé un en mode check-in. Donc déjà, j'ai été voir et il existe des boîtes à clés, des armoires à clés électroniques. Vous rentrez un code, votre clé, elle vous est donnée. Donc, j'ai cherché sur Internet. Du coup, j'arrête pas d'avoir des pubs qui remontent. On va absolument me faire acheter des boîtes à clés. Mais voilà, donc ça existe. Ça coûte évidemment pas du tout la même chose que les choses que je vous ai proposées juste avant. Et on peut même aller sur quelque chose de tout à fait anecdotique. C'est la vraie boîte à clés que vous pouvez avoir sur la façade de votre hébergement. Si vous êtes par exemple un gîte, eh bien vous pouvez avoir une boîte à clés, vous avez donné le code à vos clients et ils peuvent du coup accéder via pourquoi pas un roadmap, un roadbook. Moi j'avais un hébergeur qui avait fait ça quand on était allé en Islande. On avait atterri à Reykjavik et on avait plus de 100 km à faire. En Islande, c'est pas le même alphabet, donc on peut même pas lire les cartes, etc. On comprend rien. En fait, ce qu'il avait fait, on l'avait reçu par mail avant, il avait pris des photos de tous les moments sur le trajet où on allait avoir à prendre des décisions à gauche, à droite, rond-point, etc., etc. Et il nous avait fait, alors c'est pas un jeu de piste parce qu'il n'y avait rien à deviner, au contraire, c'était hyper pédagogique. Et on était arrivé sans encombre dans une maison au milieu de nulle part en Islande avec une boîte à clés sur le mur de la maison et on est rentré dans la maison. Donc voilà, un moyen qui permet de façon homemade, fait maison, de pouvoir enlever tous ces éléments physiques. Alors évidemment, ça ne marche pas sur tous les hébergeurs, etc. On est d'accord. C'est vraiment pour l'exemple. Autre idée, je me suis dit, on peut aussi, parce que moi, ce qui m'embête dans ces trucs-là, c'est que plus on digitalise, moins il y a de relations humaines. Or, le tourisme, c'est le partage, c'est les relations humaines. Donc, on a un paradoxe hyper fort, en fait, c'est qu'on doit gérer la sécurité, mais en même temps, on sait très bien, si on fait complètement diminuer tout ce qui est relations humaines, l'expérience va s'appauvrir outrageusement. Et donc, en fait, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas, alors ça, j'ai vu personne le faire, si jamais il y en a qui l'ont fait, racontez-moi-le, ça m'intéresse beaucoup, mais pourquoi ne pas utiliser les visios?
On a 2020 qui a complètement démocratisé l'outil visio. Vous faites des zooms pour un rien. Nous faisons des zooms pour un rien. Moi, l'autre jour, j'ai fait un zoom, enfin, c'était pas un zoom, c'était un GoToWebinar comme celui sur lequel vous êtes là. Avec, je faisais voilà, un travail pour interroger des gens, etc. J'avais un groupe de travail, c'était des gens qui avaient tous plus de 65 ans. Dans le lot, j'avais un monsieur, il avait 80 ans. Tous, c'était la première fois qu'ils allaient sur une plateforme, qu'ils allumaient leur caméra, qu'ils allumaient leur micro, etc. Ils l'ont tous fait. En fait, 2020 a popularisé cet outil de visio. Et pourquoi pas, si jamais vous avez mis en place un parcours client et notamment un check-in complètement digitalisé ou en tout cas sécurisé, pourquoi ne pas prendre 2 jours avant? Alors, si vous avez 300 clients par jour, c'est pas possible. Mais si vous êtes propriétaire de gîte, par exemple, pourquoi pas une rencontre en visio 2 jours avant, histoire de se voir, histoire de se parler, histoire de se poser des questions, etc. Je ne sais pas, ça m'est venu, c'est peut-être une idée pas faisable, idiote, j'en sais rien, mais ça m'est paru comme quelque chose finalement de pas complètement impossible à envisager. Autre problématique que vous avez quand vous avez à sécuriser votre parcours client, notamment pareil sur la période du check-in, c'est la gestion des flux. Donc ça, vous avez eu plein de protocoles qui vous ont été proposés, les flèches, etc., etc. C'est là qu'on a évidemment un intérêt majeur à avoir de la réservation en ligne, voire même de la prise de rendez-vous pour échelonner les arrivées. Vous avez à droite cette petite image, pas de file d'attente aux caisses, e-billets sur votre smartphone, etc. Voilà, ça veut dire que je peux vraiment savoir que je vais venir à 14 h. À 14 h, il n'y aura que nous. Et vous avez des flux. Alors, ça sera forcément avec des gens qui ne vont pas jouer le jeu, etc. Mais on a quand même une conscience collective qui s'est mise en place. Je pense qu'il y a plein d'endroits où ça se fait déjà très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et après, là, encore une fois, vous pouvez peut-être trouver des solutions qui sont plus anecdotiques. Et pourquoi pas du SMS pour dire on vous attend à 14 h. C'est important pour la sécurité sanitaire. On vous attend avec grand plaisir à 14 h pétantes. Voilà, petit SMS pour que les gens ils soient OK sur l'horaire. Donc, évidemment, échelonner les flux, c'est un enjeu important. Alors, d'autres exemples, et je voulais vous parler de quelque chose qui voilà, me tient à cœur, c'est que quand on va parler de notion de sécurisation, c'est lié au sujet en fait. On a un discours qui est facilement anxiogène et il ne faut pas faire, vous ne devez pas, vous devez. Enfin voilà, on est dans toute cette atmosphère qui est pas trop raccord avec l'idée d'une expérience positive. Et voilà, je voulais vous proposer quelques astuces pour basculer sur du positif, sur un discours qui est positif. Donc, vous avez ici, ce sont des exemples. C'est ce qu'on appelle le nudge marketing. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le nudge marketing, mais le nudge, en fait, c'est une façon d'amener les gens à faire quelque chose, mais en étant dans la construction d'un positif plutôt que d'être dans l'injonction négative. Donc, vous avez ici, par exemple, des traces de pas, puis des petites mains, etc., qui amènent jusqu'au distributeur de gel hydroalcoolique, plutôt que de mettre une affiche avec un gros panneau, avec un truc rouge, attention, obligatoire, etc. Et ben, on a ici, finalement, quelque chose qui passe même pas par les mots, qui est juste un petit chemin à suivre pour aller au gel hydroalcoolique. Donc, c'est cette idée d'enlever tout ce qui est obligation, trucs pas sympas, etc., autour de la sécurité et d'essayer de le travailler de façon un peu positive. Donc, le nudge, il permet de faire ça. Et vous avez ici d'autres exemples de nudge, alors qui ne sont pas que sur la sécurité, hein, mais c'est juste pour vous illustrer le propos du nudge marketing. Vous avez à gauche, pour que les gens y mettent les choses à la poubelle, et ben, au lieu de leur dire « vous êtes des gros cochons quand vous jetez par terre », ce qui, on le sait très bien, ne marche pas très bien, vous allez leur dire « est-ce que tu es cap ou pas cap de mettre dans le panier ?» Donc, vous fabriquez un panier de basket autour. Les gens, plutôt que de les laisser jeter leur mégot par terre ou de dire c'est vraiment dégueulasse ce que vous faites un concours, je suis plutôt du matin, plutôt du soir, et en fait les gens s'amusent. En fait le jeu tu as un biais cognitif qu'on utilise très très facilement pour amener les gens à faire quelque chose. Donc vous avez les labyrinthes, vous avez etc. Vous connaissez bien cette idée-là. Comment ça a été appliqué dans le cadre de la sécurisation? Vous avez ici un exemple qui est sympa. Alors c'est en interne. Mais vous avez cette agence-là qui, ici, ont des messages qui sont vachement sympas. Ici, c'est 6 personnes maximum. Ça fera plus de chouquettes par personne plutôt que de dire « attention pour la distanciation physique, nanana, nanana ». Voilà.
le gain, c'est le gain du truc. Ou encore, chez Rosa Parks, on ne se serre pas la main, mais on se serre les coudes. Donc, on est là encore sur basculer sur du positif. Et puis, le dernier, voilà, on a tous été dans des salles où vous avez des gros sens interdits sur une chaise sur deux pour que la distanciation physique se fasse dans une salle de réunion, une salle de conférence, que sais-je. Là, au lieu de faire un gros virus ou un gros drapeau rouge pas sympa, ils vous ont mis cette place est réservée à Beyoncé, à Sting, à qui vous voulez. C'est voilà, c'est amusant, c'est positif. Voilà, c'est pas irrespectueux du tout, au contraire, c'est plutôt sympa. C'est une façon de travailler en étant sur une logique voilà, un petit peu plus positive que d'être sur de l'obligation, attention, etc., etc. Alors tout à l'heure, je vous ai montré un exemple sur la logique des applis. La digitalisation du parcours client, c'est un grand sujet, c'est un gros sujet depuis longtemps. Ça marche plutôt pas mal. On peut mettre en place plein de choses. Et donc, il y a plein de prestataires qui se positionnent là-dessus en vous proposant notamment des applis. Alors, je ne vais surtout pas rentrer dans le sujet des applis en question, parce que ça dépend de vos marchés, de votre métier, etc. Je voulais juste vous parler sur la notion d'appli, de quelque chose qui me semble très important. C'est que une appli, les applis sont globalement assez peu téléchargées. Donc, attention, souvent le discours, c'est de vous dire, mais si ça va vous faciliter la vie à vous, bah oui, à moi, prestataire, ça va me faciliter la vie. Le problème, c'est que si les gens ne les téléchargent pas, et ben ça facilite pas grand-chose parce que ça sert à rien. Et en fait, l'enjeu pour que les gens téléchargent une application, premier point, est-ce que quand ils arrivent à votre desk, il y a suffisamment de connexion Internet pour la télécharger, l'application? Ça, c'est le premier point. Mais au-delà de ça, sachez que pour que les gens téléchargent une appli, il faut qu'il y ait une énorme création de valeur. Il faut que les gens aient la sensation que ça va vraiment apporter quelque chose à leur expérience client. Donc, est-ce que, par exemple, juste les informer de quelque chose, ça suffit? Avoir accès à une information et demander aux gens de télécharger une appli pour juste avoir accès à de l'information, honnêtement, il y a intérêt à ce que l'information, elle soit hyper, hyper intéressante et qu'elle ne puisse pas être trouvable ailleurs. Sinon, les gens ne vont pas le télécharger. Donc, je vous donne des exemples. Alors, pas d'actualité pour le coup, mais des exemples de gens qui ont vraiment réussi à faire des applications qui étaient hyper utiles. C'est notamment les stations de ski, évidemment, quand elles fonctionnent. Et vous avez l'Andorre qui, pour gérer la crise sanitaire, fait ça sur ces stations de ski, puisque eux ont continué à ouvrir les stations. C'est qu'en fait, l'application, elle gère justement les flux. En fait, elle vous permet de savoir quand vous descendez, vous êtes en haut, ça vous dit non, partez pas à gauche au télésiège, il y a beaucoup de monde. Partez à droite, vous voulez faire plutôt des bleus, plutôt des rouges, plutôt etc. Et ça vous fait en temps réel des itinéraires sur le domaine pour que vous soyez le moins possible confronté à d'autres flux. Donc là, il y a une création de valeur qui est hyper importante pour la station et qui est très importante pour le client. Il y a quelques années de ça, les stations de ski, certaines ont commencé à travailler là-dessus, sans même parler de la crise sanitaire, pour juste améliorer les flux. Et ça ne suffisait pas. Ils ont rajouté d'autres choses pour créer de la valeur. Donc, par exemple, ils ont créé de la valeur en proposant aux gens, eh bien, via l'appli, le soir, quand je rentre au chalet, j'ai absolument tout ce que j'ai fait toute la journée. J'ai le dénivelé de ce que j'ai fait. J'ai ma pointe de vitesse. J'ai le nombre de kilomètres que j'ai tracé. Je peux partager ma journée et mes moments les plus forts sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je crée dans mon appli beaucoup de valeur pour le client, parce qu'alors je sais qu'il le téléchargera, parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens, statistiquement, téléchargent très peu les applications. Donc, pourquoi pas les applis? Attention aux arguments qui sont des arguments qui vous touchent vous, parce que ça va vous faciliter la vie, et je comprends, mais l'enjeu, c'est pas que ça vous facilite la vie à vous, c'est que ça amène de la valeur à vos clients. Donc voilà, soyez juste critiques là-dessus quand on va parler des applis. Autre exemple, c'est le Checkout Express. Alors moi, je suis une grande fan du Checkout Express. Dans une vie avant la crise sanitaire, je passais mon temps sur la route et dans les hôtels. Eh bien, le Checkout Express, c'est typiquement un outil qui nous permet de faciliter la vie des gens. Donc, dans l'hôtellerie, c'est très bien mis en place, surtout dans les chaînes. C'est tout à fait applicable dans d'autres structures, typiquement dans les campings, pourquoi pas, parce que regardez les éléments polluants. Je suis dans un camping, je passais une semaine formidable, c'était super. Je me suis régalée. À tel point que j'ai oublié de prendre ce foutu rendez-vous pour faire le check-out. Vous savez, cette visite des lieux, là, la petite visite de fin de séjour. Du coup, j'ai oublié. Du coup, quand je reviens vers l'accueil, vous me dites « Ah, bah oui, mais désolé, on est déjà tout booké. Ben, vous, votre rendez-vous, il aura lieu à 10h30. J'ai 700 bornes à faire pour rentrer chez moi.
ça serait un samedi noir pendant les vacances et vous êtes en train de me dire que je ne peux pas partir avant 11 h du matin. Donc, que je vais me taper les bouchons. Et ben voilà, on est typiquement sur une situation où l'expérience client, elle ne s'arrête pas quand les gens partent, elle continue. Et le moment du départ, c'est un moment sur lequel je peux enlever plein d'éléments polluants. Et donc, en fait, j'ai un exemple de ça. C'est un camping, justement, qui font du check-out express. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Eh bien, ils ont mis en place… ah non, c'est pas là. Si, c'est là. Ils ont mis en place, pardon, un poste. Ils ont créé un poste. Ce poste, alors, c'est pas eux, hein, mais c'est juste pour la carte de visite. Ils ont créé un poste de Guest Experience Manager, en fait, un manager de l'expérience client, un responsable de l'expérience client. Et cette personne-là, son boulot, c'est pendant le séjour, d'aller vérifier que tout va bien, d'aller vérifier qu'il n'y a pas de soucis dans les hébergements, etc. De dire surtout, dites-nous si ça ne va pas, etc. C'est aussi quelqu'un qui amène des petits cadeaux, des petites intentions, des petites attentions, etc. Donc, on est sur un moment qui est un moment où les gens sont disponibles. C'est aussi un moment où cette personne-là, elle veut dire, si vous voulez faire le check-out express, pas de souci, je vous laisse l'enveloppe pour poser la clé, la télécommande, que sais-je, quand vous partez. Cette personne-là, en fait, elle est là pour venir discuter, et notamment discuter de la projection d'une future consommation, de la consommation de l'année prochaine. Et en fait, ce moment purement administratif, il a été complètement enlevé. Et donc, du coup, là, les gens ne récupèrent pas de caution et ils le recevront par courrier a posteriori. Et en fait, dans la vraie vie, cet établissement a fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne gardait jamais les cautions de toute façon. Quelle que soit la situation, il ne gardait jamais les cautions. Pourquoi? Parce que c'est super pas commercial, que de toute façon, le ménage, il le faisait refaire quoi qu'il en soit, et que si jamais il y avait vraiment des gros dégâts dans les établissements, en fait, c'est l'assurance qui prend le relais. Donc finalement, cette espèce de process de caution, il était hyper polluant, il rendait le check-out et le départ extrêmement compliqué, extrêmement lourd, avec des gens qui du coup finissaient leur expérience sur quelque chose de très négatif. Ils ont tout enlevé. Et aujourd'hui, ils payent quelqu'un qui n'est pas là pour venir faire un travail de flicage à la fin, mais qui est là pour nourrir l'expérience pendant que les gens sont là et se projeter sur une future consommation. Donc voilà un exemple de facilitation. Un autre sujet qui est un sujet outrageusement d'actualité depuis quelque temps, alors qui peut être une grosse machine, quand on voit les Facebook et consorts, on voit à quel point c'est une énorme machine, c'est tout ce qui est la data, la donnée que l'on a sur les gens. Alors, la personnalisation, c'est un sujet qui est une attente très forte de vos clients. La personnalisation, c'est extrêmement intéressant. Ça optimise et ça augmente l'expérience client de façon très importante. Ça peut même la sécuriser. Je vous ai mis un exemple ici avec les allergènes pour les gens qui sont restaurateurs ou qui ont à un moment donné un point de nourriture. Avoir dans sa base de données le fait que vous êtes allergique au gluten, par exemple, fait que chez Accor, quand vous arrivez, il y aura forcément, par exemple, sur la table du petit déjeuner, du pain sans gluten, des céréales sans gluten, etc. etc. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans la machine énorme que peut être la data, ça peut être quelque chose d'extrêmement lourd, gros, etc. Mais ça passe forcément par quelque chose qui est une base de données. Si vous n'avez pas de base de données, vous ne pourrez pas travailler l'expérience client sur de la capacité data. Vous avez aujourd'hui des grosses machines qui sont capables de mettre, quand vous arrivez dans votre chambre, la boisson que vous préférez, la musique que vous aimez, la senteur que vous préférez, etc., etc., parce qu'ils ont été capables, à l'échelle de vos différentes expériences, de savoir quelles étaient les choses que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, et du coup, quand vous arrivez, ils le font. Alors, nous, on est petits, donc on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, c'est des choses énormes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de base de données, parce que sans base de données, c'est quand même très compliqué. Mais je peux quand même, et j'ai des gens qui se sont… alors, je vous ai mis une slide là-dessus, c'est ce que font des grosses machines là-dessus. Les grosses machines, ils sont capables de vous proposer tout ça. Voilà, nous, on n'en est pas forcément là. Mais voilà, des astuces malines. Je vous parle de gens qui… eux se sont dit, je sais qu'il faut personnaliser l'expérience client, mais voilà, moi, je ne suis pas capable, parce que je ne suis pas une grosse structure, de faire ce que le groupe Accor ou Hilton peuvent faire. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a par exemple ces 2 chambres d'hôtes qui m'avaient raconté ce qu'ils faisaient. Première chambre d'hôte, le gars, ce qu'il faisait, c'est que au premier petit déjeuner de ses clients, il notait dans la base de données ce que les gens prenaient au petit déjeuner comme boisson. Juste ça, juste ça. Café court sans sucre. Thé noir sans lait, sans sucre. Bref, c'est tout. Juste la boisson du petit-déj. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il s'est rendu compte que la relation, quand les gens vont dans une chambre d'hôte, c'est parce qu'ils s'attendent à être reconnus, à être dans cette
intimité quelque part. Sauf qu'il me dit, mais moi, c'est pas possible. Des gens, j'en ai des centaines par an, je peux pas me rappeler des gens et pourtant, c'est ce qu'ils attendent. Donc, il s'est mis à faire ça. Et donc, quand les gens reviennent, eh bien, il dit, bon, alors, comme d'habitude, un petit expresso sans sucre. Et en fait, les gens, ils sont hyper heureux, quoi. Hyper heureux parce que ils sont reconnus, ils sont dans la relation, etc. Donc, lui, sa petite astuce à lui, c'est pas d'avoir une grosse base de données, une grosse machine sur les comportements, la data, machin, etc. Mais c'est d'aller noter sur sa petite fiche client quelle est la boisson que les gens prennent quand ils prennent leur petit déjeuner. Une autre astuce, idem d'une chambre d'hôte, c'était quand les gens sont là, alors en fait, quand on est en couple, etc., ben, on se fait des selfies, etc. Et elle dit, ben non, moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que systématiquement, je demande aux gens, est-ce que vous voulez que je prenne une photo de vous? Je vous l'enverrai, ça vous fera un souvenir. Surtout, elle prend avec son propre téléphone. Et effectivement, quand les gens, donc tous les gens disent OK. Tous les gens disent OK, disent ah oui, c'est une bonne idée, un souvenir, tout ça, c'est une bonne idée. Et en fait, à la fin du séjour, les gens partent et elle leur envoie un petit mail en disant ben voilà, c'était super, j'étais vachement contente de vous avoir, j'espère que vous êtes régalés, etc. Comme prévu, comme convenu, voici la photo souvenir de votre séjour. Et n'oubliez pas, c'est très important pour nous d'aller laisser un avis. Et c'est super malin parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Vous vous rappelez, je vous ai parlé de rémanence tout à l'heure. Eh bien, elle fait cette Madeleine de Proust. Elle permet aux gens, a posteriori du séjour, de continuer à vivre ce bon moment. Que font les gens du coup? Eh bien, forcément, ils mettent des avis très positifs parce qu'on ne met pas un avis négatif à quelqu'un qui vous nourrit le souvenir de quelque chose qui est plaisant. Donc, c'est très malin. Donc, vous voyez, à chaque fois, je vous ai mis grosse machine, petite astuce. À toutes les échelles, on peut imaginer des choses. Ça, c'est une idée que j'aime bien parce que ça veut dire que tout le monde peut le faire indépendamment de sa taille. C'est la logique de personnalisation à l'occasion. Ça veut dire que finalement, vous vous adaptez à ce qui se passe. Et je pense typiquement, et c'est pour ça que je vous ai mis ces deux images, un établissement, quand le couple est arrivé pour leur séjour, le monsieur s'est confié à la responsable réception en disant « Oh, vous connaîtriez pas un petit restaurant sympa? Demain, c'est l'anniversaire de mon épouse, je voudrais lui faire une surprise. » La directrice de l'établissement a entendu ça, elle est arrivée, elle a dit « Vous inquiétez pas, je gère, on va faire un truc trop bien pour votre femme. » Alors c'est naturel, elle a ce côté hyper nature à vouloir faire plaisir aux gens. Et en fait, elle leur a installé la table, non pas sur le restaurant du camping, mais sur le parc aquatique. Donc, ils étaient que eux, puisque le parc aquatique est fermé le soir normalement. Ils ont eu un service aux chandelles que pour tous les deux. Et elle est allée chercher monsieur et madame avec la petite voiturette, avec le côté, c'est votre surprise d'anniversaire. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire. Et là, côté optimisation du parcours client, eh bien, vous êtes dans cette intuition qui fait que l'expérience client va être extrêmement positive de la part de vos clients. Alors, je m'étais donné comme challenge de finir en 1 heure, c'est 58. J'arrive à la conclusion et Aurore, je vais demander du coup de revenir si jamais il y a des éléments et des points à partager. Quelques points de conclusion. Premier truc, c'est de vous poser la question systématiquement. Quand je mets en place quelque chose, qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça crée vraiment comme valeur? Attention à faire des choses qui vous apportent à vous, c'est le coût des applis, attention, être sûr que ça apporte quelque chose à vos clients. Monter une usine à gaz pour peu de gains, c'est pas l'idée. Vraiment, c'est pas l'idée. Donc, chaque fois, posez-vous la question, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Et est-ce que du coup, ça crée de la valeur? Attention à l'effet gadget. L'enjeu, c'est la création de valeur dans l'expérience client. Le gadget pour le gadget, ça apporte pas forcément grand-chose. Donc, attention, digitalisation, oui, il y a plein de solutions. Pour le gadget, non. Il faut que ça crée de la valeur pour les clients. Il est possible de trouver des solutions qui sont des solutions malines, des astuces, etc. Le coût des boîtes à clés, le coût des roadbooks, les coûts des visios. J'en sais rien, il y a certainement un tas de choses à imaginer. Quand on vit des choses compliquées, on est très créatif. Donc, peut-être que vous avez imaginé des choses qui permettent d'aller travailler ces logiques-là. L'expérience client sécurisée, elle peut être travaillée en basculant sur du positif. Voilà, l'injonction, on en a marre des obligations, on en a marre de nous entendre dire ce qu'il faut faire. Parlez-nous en positif et vous pouvez même nous parler en nourrissant l'expérience stratégique. C'est le point d'après. Votre ligne de conduite doit rester focus sur comment nourrir l'expérience, posée comme socle stratégique. Qu'est-ce que je veux que mes clients vivent? Je veux qu'ils s'amusent, je veux qu'etc. Et ben, je peux tout teinter de ça, même si c'est des choses qui sont pas très rigolotes. Il faut faire un peu preuve de créativité, de nourrir le truc. Et puis enfin, l'expérience, elle commence dès le processus de résa et elle va au-delà de la consommation. Donc vraiment, sortez et utilisez ce parcours client pour dessiner
à quel moment ça commence et toutes ces étapes sur lesquelles vous pouvez venir sécuriser, optimiser, faire pimenter l'expérience client. Voilà un petit peu le contenu de mon propos. Aurore. Oui, déjà, j'imagine bien les entreprises me dire waouh, waouh, waouh. Si on doit aller sur chaque étape du parcours client, et je les vois en train de se paniquer en disant mais comment je vais faire? J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Et en fait, en quelque sorte, tu as déjà répondu en disant ben, on fait vraiment ce qui est nécessaire et ce qui peut vraiment apporter de la valeur. C'est on peut prioriser. Donc, tu as déjà Absolument. répondu. Ouais, non, la priorisation, il faut surtout pas tout faire. L'idée, c'est pas de tout faire. Vraiment, la première étape, si on devait commencer à zéro dans vos structures, c'est de dessiner le parcours. Prendre une échelle de temps et de se dire, voilà les grandes étapes par lesquelles les clients y passent quand ils vont être amenés à venir travailler chez vous. Et là, vous pouvez prendre, par exemple, des petites gommettes. C'est tout con, mais vous prenez des gommettes rouges. Et les rouges, on n'est peut-être pas si bon que ça à ce moment-là. Et vous posez les gommettes. Les gommettes rouges, vous les trouvez comment? C'est les gens qui vous parlent. C'est les gens qui vous disent à la fin de leur consommation. C'est les couacs, tous les couacs que vous vivez, les gens qui se sont paumés. Il y a plusieurs personnes qui se sont perdues pour venir chez vous. Gommette rouge. Ça veut dire que je ne suis pas assez bon là-dessus. Je ne facilite pas assez la vie des gens. Déjà, premier travail, c'est poser les gommettes rouges et de dire maintenant, action. Il faut qu'elles n'existent plus, ces gommettes rouges. Il faut que j'enlève les gommettes rouges. Comment je peux faire? Très souvent, quand j'enlève la gommette rouge, je vais générer une gommette verte. Et si en plus c'était sympa, non seulement j'enlève le rouge, mais en plus je crée un truc sympa. Donc, par exemple, le roadmap, le roadbook. Je bascule de vraiment les gens se pomment et c'est vraiment dommageable, gommette rouge, mais si en plus je leur crée un outil qui soit sympa, plutôt que de leur envoyer juste le lien GPS ou le lien Google Maps, ce qui est bien déjà, ce qui est bien. Hein. Mais peut-être que je peux leur faire un petit truc sympa. Quand vous voyez la cabane, attention, vous n'êtes pas loin. Savourez, arrêtez-vous pour le point de vue. Voilà, je peux en plus aller créer de la gommette verte, si j'ose dire, qui sera celle qui va nourrir les expériences positives. Donc surtout, j'enlève tout ce qui fait descendre les gens dans l'échelle des émotions. Tout ça, faut absolument que ça disparaisse. Et après, je vais le monter. Et même la sécurité, je peux aller le travailler avec des gommettes vertes. C'était le côté enfantin des gommettes. Mais ça marche vachement bien, les gommettes. Ensuite, c'était qu'est-ce qui peut être polluant et qu'est-ce qui ne peut ne pas l'être. En fait, chacun a ses perceptions. Par exemple, moi, quand je vais à l'étranger, quand on doit arriver, photocopie de la carte d'identité, blablabla, c'est le genre de truc, pour moi, c'est mais c'est obligatoire. Où il y en a certains, comme tu disais tout à l'heure, ils vont imprimer, il faut à tout prix imprimer la fiche, alors que quand on arrive sur place, ils n'en ont rien à faire de cette feuille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, pour certaines entreprises, pour eux, c'est nécessaire et pour d'autres, ça va être polluant. En fait, comment définir qu'est-ce qui est réellement polluant? Alors, plusieurs choses. Premier truc, c'est est-ce qu'il y a des couacs, etc. C'est demander aux gens. Je prends un exemple. Moi, je pense à un établissement. Le check-in, il est hyper lourd. Il est hyper lourd dans cet établissement. C'est des gens qui sont très anxieux. Ils font signer toutes les décharges de la vie de la terre aux gens, etc. Le check-in, du coup, c'est un moment qui est juste un moment d'angoisse, en fait. C'est pas un moment qui te projette dans les vacances. Alors, premier truc qui peut être tout simple, parce que je pense que dans ce que tu dis, Aurore, ce qui est intéressant, c'est la capacité à avoir une lecture un peu de recul. C'est ça. Faites venir un stagiaire et dites-lui, vas-y, vis l'expérience, mets-moi des gommettes rouges. En fait, c'est le regard extérieur. C'est pour ça que je vous disais que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à travailler en collectif. Parce que tout seul, on est dans nos schémas et on a du mal à prendre du recul. Donc, faire appel à un stagiaire, faire appel à du collectif, parler avec des clients avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes en confiance et de leur dire, voilà, je vous paie un café, est-ce que vous êtes OK pour qu'on discute un petit peu? Quand vous êtes venu, justement, maintenant que vous en parliez, vous savez qu'on a galéré pour venir jusque chez vous? Ah bon? Voilà. Donc, c'est se le mettre en tête, interroger ses clients, travailler en collectif et pourquoi pas faire appel à un regard extérieur, des amis, un stagiaire, que sais-je, en école de commerce, en école de tourisme, pourquoi pas. Parce que je pense que le plus dur dans cet exercice-là, c'est le recul, en fait. C'est la prise de recul pour avoir un regard un peu lucide sur ça. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps où quelqu'un me disait il faut prendre de la hauteur. Ah tiens, ça te parle ça, Aurore? Ah, ça me parle. Je suis très prendre de la hauteur. Voilà.
quelqu'un qui dit, est-ce qu'on a des astuces? Du coup, j'ai ouvert le chat. Avez-vous des astuces dans cette période d'incertitude afin de rassurer le client? Comment convaincre mon client quand je ne suis même pas sûre de pouvoir être ouvert? Vous ne pouvez pas le convaincre de quelque chose que vous ne savez pas, effectivement. C'est une question extrêmement pertinente. La seule chose que vous pouvez faire, vous n'avez pas à le convaincre. Là, on ne peut pas le convaincre parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est maintenir le lien. Ça, vous pouvez le faire. Rester présent à l'esprit de vos clients, être dans l'empathie. Alors là, on déborde un petit peu, on sort un petit peu du sujet, mais c'est pas grave. Je comprends que ce soit quelque chose qui vous tarabuste en ce moment. Vous pouvez pas amener les gens avec cette incertitude-là, effectivement, à une logique telle qu'on peut les avoir les années précédentes. Par contre, rester présent à l'esprit, rester dans la relation. Moi, j'ai par exemple des établissements, et ça fait partie, à mon avis, des choses que vous pouvez faire dans la rassurance. C'est quelqu'un qui a une intention d'achat, mais qui bascule pas dans l'achat parce qu'il ne sait pas. C'est l'appeler. C'est l'appeler et lui dire, écoutez, c'est super, je suis content que vous vous projetiez sur la consommation, je comprends que vous ne basculiez pas dans l'acte d'achat, mais téléphonez, pas de mail, sortez Voilà, moi, le digital, je pense que c'est un outil formidable. Il ne faut pas qu'il vienne amputer la relation humaine. On est dans une situation aujourd'hui où c'est super difficile, où la relation humaine, on nous l'enlève. Dès que vous pouvez la remettre, remettez-la. Voilà, moi j'ai des gens, des clients qui ont appelé, plein de clients pendant les arrêts d'activité. Ils ont téléphoné. Comment ça va? J'ai un restaurateur là, il appelle ses clients. Comment vous allez? Comment vous allez? Juste prendre des nouvelles. Donc voilà, parce que vous avez raison, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr et quand on n'est pas sûr, les arguments, c'est pas forcément les mêmes. Par contre, être prêt, ça vous pouvez. C'est-à-dire que être prêt, c'est typiquement un moment sur lequel vous pouvez travailler ces dimensions de parcours client. Vous pouvez travailler de se dire quand on est prêt, on peut dégainer parce que du coup, on aura mis tout en place. Voilà, ça on peut faire. Je sais que c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, mesurer le taux d'usage de ce qui me paraît essentiel. La caution, mon gîte, combien de fois l'ai-je vraiment utilisé? Ça, c'est Nicolas. J'ai pas entendu Aurore. Et, Nicolas nous dit mesurer le taux d'usage de ce qui me paraît essentiel. La caution de mon gîte, combien de fois l'ai-je vraiment utilisé? C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec des gens qui vous disent mais moi la caution en fait je la garde jamais. Alors enlève-la, arrête d'enquiquiner les gens avec un truc dont tu te sers pas finalement quoi. Oui mais la démarche psychologique, mais non. Soyez dans la confiance, soyez. Il y aura toujours quelqu'un qui joue pas le jeu. En fait moi je reviens vraiment à ce commentaire de Nicolas que je rejoins complètement. C'est j'enquiquine 100% des gens pour un mauvais comportement. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas enquiquiner 100% des gens pour quelqu'un qui se comporte mal, sachant que même si j'enquiquine 100% des gens, il se comportera mal quand même. Ça ne résout pas le truc, quoi. Donc, arrêtez d'être dans enquiquiner tout le monde. Alors, tiens, des exemples post-départ pour l'XP. Ouais. Ah, c'est Cécile. Salut Cécile. Anne-Cécile Benedèche. C'est le SMS de départ. Les gens sont partis. C'est le petit SMS qui dit voilà, c'était super, on a été ravis de vous avoir, bonne route, point de continuation. Ça, c'est un exemple tout simple. Alors, vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent de générer, grâce à votre base de données, des emailing, des SMS, etc. Ou alors, vous le faites de façon complètement anecdotique et empirique. Vous envoyez un SMS qui dit voilà, bonne route, quoi. C'était super que vous soyez là. Moi, j'ai des établissements qui l'ont fait, ça. Et ils ont été hyper contents parce qu'en fait, les gens sont touchés. On fait, je suis inquiète pour vous, je vous souhaite bonne route, je suis contente de vous avoir eu avec moi, etc. C'est un exemple tout simple ça s'arrête pas là. Voilà, j'ai pris ton chèque et c'est fini. Non, c'est pas vrai, ça s'arrête pas là, ça continue. Et si en plus vous avez des petits mots qui sont des mots qui appartiennent à la sémantique de l'expérience que vous vendez chez vous. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes un site de culture, site culturel, et culturellement vôtre avec un petit smiley sympa, plutôt que de dire cordialement, voilà, c'est tout simplement des choses comme ça. Moi, j'avais rencontré un monsieur, il est prestataire maintenant touristique, mais d'abord, c'est un agriculteur. Et quand il signe ses messages, quand il signe tout, c'est agricolement vôtre. Mais c'est son truc. C'est son truc. Il est du monde agricole et c'est ce qu'il revendique. Et en plus, il est militant, etc. Voilà, tous ces messages sont signés agricolement vôtre et c'est vachement sympa. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place et qui ne sont pas des usines à gaz.
Voilà un petit peu. Aurore, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, voilà. Non, il n'y a pas d'autres questions. On est arrivé à la fin. Allez, ça marche. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. J'espère qu'on va avoir voilà, des petits signes optimistes pour la saison 2021. Vraiment, vraiment, j'espère que voilà, on va pouvoir se projeter un petit peu et sortir de ce marasme haut les cœurs. On a quand même voilà, des choses qui sont des choses sur lesquelles s'appuyer pour une suite positive. Donc j'espère, voilà, j'espère. Alors, si, question, 3 mois après, du coup, je finis juste. Après, c'est les réseaux sociaux qui prennent le lien. L'idée, c'est que vous basculiez les gens qui vous suivent sur Insta, sur Facebook, etc., pour que vous puissiez cultiver l'expérience via après les réseaux sociaux. Également votre excellent Delphine. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et voilà, faites attention à vous. Marrez-vous un petit peu aussi, j'espère, ça va vous faire du bien, ça va nous faire du bien. Et puis voilà, et puis on se revoit bientôt pour d'autres aventures. Merci Aurore. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.